Madame la maire, Mesdames et Messieurs les ministres, les anciens ministres, les élus, les responsables d'associations, bienvenue à vous toutes et à vous tous pour cette 9e édition de la cérémonie de remise des prix de la laïcité. Mes premiers mots, bien sûr, s'adressent à Anne Hidalgo pour la remercier d'accueillir cette cérémonie organisée par le comité Laïcité République. Il y a un an, nous formulions des vœux. Aujourd'hui, c'est chose faite. Annie est maire de Paris, maire laïque de la République laïque. Ce fut pour nous une grande joie. C'est aussi un grand espoir pour les principes et les valeurs que nous partageons. C'est grâce à Anne que nous nous retrouvons à nouveau dans cette somptueuse salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris pour cette manifestation qui constitue désormais un rendez-vous quasi institutionnel de tous les laïcs. Anne, nous nous connaissons depuis longtemps. Je sais que tu as toujours été une amie de la laïcité, de la liberté de conscience, de l'égalité des droits. En témoigne la distinction que tu viens encore de faire précisément entre l'intégration républicaine et le communautarisme, sujet qui nous tient particulièrement à cœur. En témoigne aussi le patronage laïque que tu as mis en place sous ta responsabilité dans le 15e arrondissement de Paris, avec notre ami disparu cette année, le président de la Libre Pensée, Marc Blondel, auquel je souhaite rendre un hommage empreint d'émotion. Je souhaite bien sûr également saluer la présence, je ne veux pas lui citer la bienvenue, il est chez lui, Bruno Julliard, adjoint à la mairie chargée de la culture. Je souhaite la bienvenue à Pierre Berger, qui est un fondateur du comité Laïcité République, fidèle, et je le remercie de nous honorer encore de sa présence et de sa capacité de temps en temps, quand c'est nécessaire, à faire une petite piqûre de rappel. Et puis je souhaite la bienvenue, je souhaite saluer Jean Glavalli, député, ancien ministre, ancien chef de cabinet du président François Mitterrand, on le sait moins, ancien demi-mêlée émérite du 15 de rugby de Nanterre, défenseur de la laïcité dans un contexte pas toujours facile et qui a accepté cette année de présider le jury du prix de la laïcité. À vous tous, chers amis, bienvenue. Vous êtes exactement 587 à vous être inscrits à cette manifestation, parfois venus de loin, de nos régions métropolitaines et d'outre-mer, mais aussi de Belgique, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de Suisse, de Turquie, d'Algérie, de Tunisie. Et je me félicite aujourd'hui des premiers résultats qui montrent qu'en Tunisie, le combat est payant et que les forces laïques regagnent du terrain et vont peut-être pouvoir gouverner. Du Maroc, du Congo, du Gabon, du Bénin, du Québec, d'Haïti, d'Iran et d'Afghanistan. Comme vous le voyez, cela témoigne, s'il en était besoin, que la laïcité française n'est pas franco-française, qu'elle est porteuse des valeurs universelles, même si elle peut prendre des formes juridiques diverses dans chaque pays. Votre présence massive et diverse montre également que la France demeure, de ce point de vue, non pas l'exemple que nous voudrions imposer, mais la référence éthique qui a nourri les grands mouvements d'indépendance et qui se pose aujourd'hui en alternative face à la barbarie qui se développe sous nos yeux. Barbarie qui menace d'engager l'humanité dans une terrible régression obscurantiste. Je ne donne pas d'exemple, l'actualité en est trop riche, elle en déborde. Une barbarie nourrie de haine, pétrie d'obscurantisme, qui désigne l'autre, l'altère, la femme en premier lieu comme l'ennemi à humilier, à souiller, à avilir, à torturer, à exterminer. Une barbarie en légitimant une autre, il n'est cette fois pas exagéré de citer Brecht, qu'on a parfois usé jusqu'à la corde, mais qui est d'une étonnante actualité. Vous connaissez cette citation par cœur, « Le ventre est encore fécond d'où est sortie la bête immonde ». Parmi vous, de nombreux élus et quasiment toutes les composantes du mouvement laïque. Il n'est pas possible de vous citer tous, mais afin que vous sachiez qui est présent, au risque d'en oublier, c'est un exercice
délicat, il m'est arrivé de me prendre les pieds tout seul dans la carpette. Je souhaite néanmoins signaler la présence ou présenter les excuses de Barry Zacharie, vice-présidente du Sénat, Christian Bataille, député, président de la fraternelle parlementaire, Françoise Laborde, sénatrice, Odile Sauve, députée, Gérard Delfour, ancien sénateur, André Bellon, ancien député, Michel Hanoun, ancien député, Anne-Marie Lizing, ici, ancienne présidente du Sénat de Belgique et ancien ministre. Également les anciens ministres, soit sont présents, soit nous ont adressé un message d'amitié, Jean-Michel Baillet, Alain Vivien, Guy Langagne, André Henry, Michel Charras, Anissé Lepors, Yvette Roudy, Dominique Nimi Madingou, que je salue, ancien ministre du Congo, Victor Topanou, que je salue, ancien garde des Sceaux du Bénin, et Jacques Toubon, ancien ministre, défenseur des droits, à qui nous souhaitons bonne chance et pleine réussite pour ces nouvelles et importantes responsabilités. Parmi vous aussi plusieurs préfets, sous-préfets, recteurs, anciens recteurs, conseillers du président de la République, du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale. Je vous remercie de porter le discours de la laïcité là où il peut être important qu'il soit entendu. Je souhaite également la bienvenue à Daniel Keller, grand maître du Grand Orient de France, accompagné de Christophe Abbas, premier adjoint chargé de la laïcité, accompagné d'une importante délégation du Conseil de l'Ordre et d'anciens conseillers. La bienvenue également aux anciens grands maîtres du Grand Orient, leur présence nombreuse témoigne du lien philosophique entre notre engagement laïque et les obédiences maçonniques. Gilbert Abergel, Guy Cizé, Bernard Brandmeyer, Philippe Guglielmi, Jacques Lafouge, Jean-Robert Agal, Jean-Michel Quillardet, Bernard Brandmeyer, je l'ai cité, José Gulineau et Pierre-Henri Gouttière, anciens premiers adjoints, sont également présents. Jean-Pierre Cordier et Jean-Pierre Catala, qui sont respectivement responsables du Grand Collège des Rites et du Grand Chapitre, nous ont également adressé des messages de sympathie. Je souhaite la bienvenue à Michel Mellet, qui est président du Droit Humain, à Catherine Janin-Nalté, qui est grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France, Denise Oberlin, qui est l'ancienne présidente, Jean Verdun, ancien grand maître de la Grande Loge de France, et je ne peux tous les citer, mais je souhaite la bienvenue aux représentants des nombreuses autres obédiences maçonniques impliquées dans la défense de la laïcité, la Grande Loge mixte de France, la Grande Loge mixte universelle, le Grand Orient latino-américain, le Grand Orient et Loge réunie du Congo, la Grande Loge de Turquie, qui mène un combat dans des conditions particulièrement difficiles en ce moment, le Grand Orient du Portugal. Parmi vous, de nombreux responsables et militants et associations laïques. Je sais que c'est fastidieux, mais je veux les citer, car cette fête est celle de toutes les associations laïques. D'abord, les 25 associations membres du collectif des associations laïques, la Commission nationale permanente de la laïcité, SOS Racisme, Ni pute ni soumise, la Ligue de l'enseignement, l'association Égale, Regard de femmes, Laïcité, Liberté, Libre Marianne, la Ligue internationale, la Ligue du droit international des femmes, l'Observatoire international de la laïcité contre les dérives communautaires, le Comité 1905, le CAEDEL, la LICRA, l'UNSA, Force ouvrière, le Comité d'action laïque de Belgique, la Libre Pensée, l'UFAL, le PNAFAL, Solidarité laïque, l'Association des libres penseurs, la Coordination française pour le lobby européen des femmes, l'Association Égalité et Justice, Europe et laïcité, Agir pour l'Afrique, République sociale, le Cercle Ramadier, le Centre d'action laïque de Bruxelles, l'association Fontenay Laïcité, le réseau féministe Rupture et l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Toutes ces associations sont aujourd'hui représentées. Je vous remercie d'être là, c'est un acte militant, c'est une fête, mais cela témoigne aussi de la force de ces associations qui sont parfois petites par leur taille, mais fortes par leur engagement militant. Enfin, je souhaite saluer ou présenter les excuses d'amis engagés sur nos chantiers communs. D'abord Elisabeth Badinter, Louis Astre, Georges-Marc Benamou, Abdenour Bidar, Charles, qui est ici présent, Eddy Caldi, également présent, Charles Coutel, Guillaume Lepointe, Samuel Mayol, Bernard Pignerol, Jean-Paul Scott, Maïka Markovitch, Richard Malka, Albert Mémy, Gilles Chilnec, Malika Sorel, Alain Simon, Maya Surdutz, Claude Vaillant, Linda Veil, Curiel. Enfin, en votre nom à tous, je souhaite saluer celle à qui, voilà 2 ans, nous décernions le prix national de la laïcité, la courageuse directrice de la crèche Babylou,
Natalia Baleato. Vous pouvez une nouvelle fois l'applaudir. L'an dernier, à cette tribune, Manuel Valls, qui depuis est devenu Premier ministre, était venu expliquer en quoi le destin de Babylou constitue un symbole déterminant pour la laïcité et en quoi ce combat est notre combat. Nous savons que c'était une bataille juridique, et je salue Richard Malka, une victoire juridique partielle et réelle a été remportée avec les décisions de la Cour d'appel de Paris. Mais vous savez aussi que la bataille s'est déplacée sur le plan plus politique et financier, dès lors que la nouvelle municipalité de Conflans-Sainte-Honorine n'honore pas les engagements de ses prédécesseurs. Une réunion importante aura lieu jeudi, mais d'ores et déjà, je crois relayer auprès de vous et des associations un besoin de solidarité financière auprès de Babylou. Toutes celles et ceux qui le souhaitent pourront nous contacter ou contacter Natalia pour aider la crèche à vivre pour la crèche, pour son équipe, pour les enfants et pour le symbole que cela représente. On imagine ce que cela signifierait dans le pays si d'aventure Babylou devait fermer ses portes. Il y a 2 ans ici, nous faisions le triste constat d'une laïcité malmenée, vilipendée, détournée, et ce au moment où le pays en a le plus besoin. Nous avions, comme vient de le faire Anne Hidalgo, mis en garde contre la montée des communautarismes qui, disions-nous, fragilisent la paix civile. La volonté de quelques-uns cet été d'importer en France la guerre entre le Hamas et Israël s'est traduit par la banalisation de racisme et d'antisémitisme, ce qui montre, s'il en était besoin, que nos inquiétudes étaient fondées. Ce sont les principes même de la République et de la citoyenneté républicaine qui sont attaqués, et en tout premier lieu, celui fondateur, qui affirme que toutes les femmes et tous les hommes, quelle que soit leur couleur, leurs origines, leurs appartenances philosophiques, politiques, religieuses, sexuelles, sont libres et égaux en droit. Parler de laïcité, ici et maintenant, au cœur d'un certain tohu-bohu, relève tout simplement de salubrité publique. Il y a 1 an, nous dénoncions la très inquiétante tentative de hold-up de l'extrême droite sur la laïcité. Nous avions peut-être tort d'avoir raison trop tôt. L'actualité de cette année nous a montré, malheureusement, que nous avions raison. Le Front National est désormais le premier parti de France et se donne comme le meilleur défenseur de la citoyenneté et de la laïcité. Cela serait risible si ce n'était pas aussi grave. Mais cela a aussi été rendu possible parce que les républicains des 2 rives ne se sont pas donné les moyens de défendre ces principes qui font la République. La laïcité en premier lieu, parce que nous avons laissé la confusion s'installer dans les têtes. Nous constations à cette époque le lourd bilan du quinquennat précédent. Il n'est pas nécessaire, je n'en ai pas le temps, de rappeler le discours de Latran, la loi Carle, de rappeler dans un long florilège les décisions qui ont été prises à l'époque. Nous avions aussi, il y a 1 an, nous étions félicités de la campagne présidentielle de François Hollande, de son discours de Bourget célébrant les retrouvailles de la gauche et de la laïcité, alors que depuis quelques années, une partie, petite sans doute, mais une partie de la gauche, avait fait preuve d'atermoiement coupable à l'égard du communautarisme et du peu d'intérêt pour la laïcité qui fait pourtant partie de son histoire et de sa culture. Depuis, le président de la République n'a pas manqué d'affirmer à plusieurs reprises son attachement à la laïcité. Des étapes importantes ont été franchies avec le mariage pour tous, la révision des lois bioéthiques, la réalisation d'une charte de la laïcité à l'école qui mérite d'être confortée, la mise en place de l'Observatoire de la laïcité qui, je l'espère, montera en puissance pour proposer des remèdes aux problèmes qui se posent en France en matière de laïcité. Beaucoup reste à faire. D'abord pour s'assurer que la laïcité est bien appliquée dans le service public, à l'école, dans les hôpitaux, dans la police. Ensuite, prendre la mesure des risques que la montée des communautarismes religieux fait peser dans les entreprises privées. La loi, aujourd'hui, ne prévoit pas que la laïcité puisse s'appliquer en dehors du service public.
Peut-on, parce que le sujet est délicat, refuser de poser la question et de mettre la cendre sous le tapis au risque de l'enflammer? Des entreprises telles Paprec, dont je salue le président Jean-Luc Guenin, ont pris des initiatives telles la charte de la laïcité, votée à l'unanimité des collaborateurs. Pour autant, cette méthode tiendrait-elle juridiquement si elle était attaquée? Pas certain. Faut-il dès lors légiférer ou à tout le moins adapter le Code du travail? Le débat doit être ouvert, sauf à laisser une nouvelle fois l'extrême droite se nourrir des hésitations des républicains et mettre en place des syndicats jaunes comme les plus anciens ont connu dans les années 60. Aussi, le comité Laïcité République organisera-t-il un colloque sur ce thème, laïcité et entreprise, le samedi 13 décembre à l'Assemblée nationale, auquel je vous invite tous. La situation se dégrade également dans certaines universités et certains établissements d'enseignement supérieur. Que faire? La mission laïcité de l'ancien Haut Conseil à l'intégration avait formulé 12 propositions qui mériteraient d'être analysées, débattues et non rejetées sans discussion, comme si tous ces membres n'avaient été que des extrémistes islamophobes. Ces propositions ne visaient pas à stigmatiser, mais à assurer la paix sociale sur les lieux d'enseignement. Je souhaite saluer l'animateur de cette commission, dont Jacques Toubon également était membre, l'animateur de cette commission, Alain Sexig, injustement pris à partie, encore une fois, cette année. Et pour ces raisons, ce sera le deuxième colloque qu'organisera le comité Laïcité République au premier semestre 2015 à l'Assemblée nationale sur le thème laïcité et enseignement supérieur. Beaucoup reste à faire d'ici le quinquennat. Le droit à mourir dans la dignité que souhaitent 85% des Français. L'instauration d'une journée nationale de la laïcité qui permettrait de faire de la pédagogie, car tous nos concitoyens n'ont pas toujours conscience des enjeux. Face au vivre ensemble, nous défendons d'abord la fraternité républicaine. La question du financement public d'associations dites culturelles, qui sont souvent le faux-nez d'associations culturelles et posent problème, mais avec laquelle les pouvoirs municipaux sont souvent contraints de négocier. Je pense au concordat, je pense à de nombreux autres sujets que, bien évidemment, je n'ai pas le temps de développer. Il y a beaucoup à faire et nous souhaitons vivement que le pouvoir aujourd'hui en place se donne les moyens d'avancer. Au cœur de la tourmente, chacun sent bien que les questions économiques et sociales sont certes déterminantes, mais que le lien social est aussi essentiel et qu'il doit se ressourcer aux principes républicains, en particulier l'égalité et la fraternité. La laïcité constitue le meilleur rempart face à l'extrême droite et le racisme, parce qu'elle fonde une communauté de destin, une fraternité citoyenne. Ce sont ces valeurs que nous avons voulu mettre en place lorsque nous avons réalisé et institué ce prix de la laïcité dont pour lequel ce soir nous allons honorer des lauréats. Je rappelle que le jury, qui est un jury indépendant, a été notamment présidé par Elisabeth Badinter, par Pierre Berger, par Jean-Pierre Changeux, par Odile Saugue, par Charles, que je salue, directeur de Charlie. Et là aussi, je crois pouvoir lancer un appel de solidarité, car la presse engagée traverse une période particulièrement difficile. Boilem Sansal, le courageux écrivain algérien, l'a présidé l'an passé, cette année. C'est Jean Glavany qui a bien voulu assumer cette responsabilité. Il l'a fait avec beaucoup de gentillesse et d'amitié. On sait son engagement en faveur de la laïcité, à un moment, je l'évoquais tout à l'heure, où il faut convaincre ses adversaires, mais aussi parfois certains de ses propres amis. La tâche n'en est que plus délicate. Qu'il en soit donc remercié, ainsi que tous les membres du jury. Voilà, avant de laisser la parole à Jean, je souhaite remercier les personnels techniques de la mairie de Paris, mes amis du comité Laïcité République, en particulier notre nouvelle secrétaire générale Florence Autreau, qui a réalisé un travail formidable pour que vous soyez tous présents et accueillis aujourd'hui. Vous savez peut-être, tout ce travail est réalisé bénévolement parce que le CLR ne dispose d'aucune subvention et ne vit que de la cotisation de ses membres. Vous devinez ma chute, raison de plus pour que vous puissiez au plus tôt, si ce n'est déjà le cas,
adhérer, et je pense que notre ami trésorier vous adressera prochainement un courrier pour ceux qui le souhaitent. Merci de votre présence, merci de votre patience. Vive la laïcité, et sans plus attendre, je cède la parole à Jean Claveny. Merci.